Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rémi, auteur de la chaîne YouTube Juste Milieu, qui vient tout juste de dépasser les 100 000 abonnés. Bonjour Rémi. Bonjour Axel, bonjour François. Comment est-ce que vous qualifieriez votre contenu sur votre chaîne YouTube? C'est un contenu d'actualité assez généraliste. Je traite essentiellement de l'actualité française, surtout politique en ce moment, mais avec cette fameuse crise du coronavirus, on en entend un petit peu parler. Il y a aussi de l'actualité internationale. J'avais pu faire par exemple une vidéo sur la Suède, la gestion de la pandémie en Suède, une vidéo aussi sur les élections américaines. Donc j'essaie de varier un petit peu. Là par exemple, il y en a une qui arrive sur l'écologie. Essayer d'élargir un petit peu les thématiques et pas faire que de la politique et aller un petit peu plus large. Voilà. Et tout ça avec beaucoup d'humour, il faut le dire. J'essaye, peut-être moins que Jean Castex dans les discours, mais bon, on essaie de se mettre au niveau, quoi. On fait ce qu'on peut. Moins que Jean Castex, c'est quand même pas lui votre bouc émissaire favori. On a noté la sortie d'un film, une sorte de best-of d'1 heure et demie sur toutes vos vidéos sur Martin Blachier. Alors c'est lui votre bouc émissaire préféré? Martin Blachier, c'est l'idole. Au-delà du bouc émissaire, c'est l'idole. l'idole. Alors, c'est vrai que ce film, en fait, qui est une compilation de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur lui, donc sur ma précédente chaîne YouTube, qui était Let It Be, une chaîne plus littéraire, et depuis Juste Milieu, donc existe depuis décembre 2020, où là, je suis allé vraiment vers l'actualité. Donc, ce film, Martin Blachier, est une compilation des 10 vidéos que j'ai pu faire sur lui, avec du contenu un petit peu exclusif, une vidéo qui a été tournée spécialement pour l'occasion. Et c'est vrai que Martin Blachier, au-delà des blagues qu'on peut en faire, je trouve que c'est un personnage passionnant, déjà sur la forme, parce que vous parlez de bouc émissaire, mais c'est vraiment ça. C'est d'une certaine manière celui qu'on a envie de détester. Il présente plutôt bien, c'est un bel homme qui parle très bien, qui est jeune, qui est dynamique, a un métier, bon, on sait pas trop ce qu'il fait, médecin de santé publique, il y a un grand débat, mais Tout comme vous en fait. voilà, non, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, sur la forme, il incarne vraiment quelque chose. Et puis sur le fond, ce qui me plaît énormément chez ce personnage et que j'ai suivi, il y a un côté Star Wars. C'est vrai qu'il a commencé du côté obscur, et puis il allait du côté lumineux de la Force, où petit à petit, il a commencé à s'opposer, par exemple à Karine Lacombe, à s'opposer à la ligne du gouvernement. Il a été très dur contre Olivier Véran notamment. Et je trouve que Martin Blachier, pour aller un petit peu au fond des choses, incarne précisément cette démarche d'une science qui est capable de se réfuter elle-même. On a vu malheureusement beaucoup de gens qui tenaient des positions, par exemple sur l'efficacité du confinement, alors que beaucoup d'études, beaucoup de sources tendaient à montrer le contraire, ou en tout cas à poser la question de l'efficacité réelle. On a vu des gens qui persistaient. Et Martin Blachier, quoi qu'on puisse en dire, malgré les bonnes blagues qu'il nous fournit, il est quand même il figure parmi ceux qui ont réussi à dire, écoutez, là, je me suis planté, là, effectivement, on ne sait pas trop. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça met en lumière, c'est la théorie de Karl Popper, le philosophe là, des sciences autrichien, qui disait qu'une théorie est scientifique à partir du moment où elle est falsifiable. C'est-à-dire, je peux vous dire, tous les corbeaux sont noirs. C'est précisément une théorie scientifique dans la mesure où il n'est pas impossible de croiser un jour un corbeau bleu ou blanc, on ne sait pas. Et c'est précisément ça qui fait une théorie scientifique, c'est qu'elle est capable de contenir en elle-même ce qui va la falsifier. Je trouve que Martin Blachier, l'acceptation de l'erreur en fait. Absolument. Et lui, il l'a fait. Lui l'a fait, là où d'autres, que ce soit sur le vaccin, sur l'efficacité du masque, du confinement ou autre, persistent. Quoi qu'en disent les études, on est presque dans une démarche de croyance, de religion. Aujourd'hui, on voit des sondages qui émergent. Croyez-vous au vaccin? Le mélange entre science et religion qui est assez effrayant, mais qui est intéressant et qui fait de belles matières pour les vidéos. Tout à fait. Comment est-ce qu'on arrive d'une école de commerce à une création de chaîne YouTube d'information humoristique? Racontez-nous un peu. C'est un parcours qui est un peu classique finalement, parce qu'en école de commerce, on a quand même pas mal de temps, que ce soit pour des projets d'entreprise, par exemple, on est poussé à faire ça. Moi, pour le coup, ce que j'aimais bien, c'était les livres et faire des blagues. Donc, c'est vrai que le croisement n'est pas forcément évident. Ça date pas d'hier, en fait. Ça date pas hier. J'aurais pu devenir Christine Angot, qui a réussi à faire les deux. Mais voilà, je me suis dit comment bricoler tout ça. Donc, en mars 2015, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelait Let It Be, qui était vraiment sur les livres, où je faisais des chroniques de livres. Et puis, donc, Juste Milieu est né 5 ans plus tard, en 2020, décembre 2020. Et donc, c'était ça, l'idée à ma petite échelle, en profitant des connaissances que j'avais pu acquérir en école de commerce, en marketing ou autre, comment concilier ça, quoi, ce côté blague et ce côté livre. Je trouve que YouTube est une voie royale pour ça, parce que ça permet, pour encore un petit peu de temps, on l'espère, ça permet de dire beaucoup de choses, et sous des formats différents, avec le rire, avec tout ça, quoi. Je devine à travers votre moue dubitatif sur pour encore un moment sur YouTube.
Votre slogan, si je ne me trompe pas, l'actualité plus la rigolade moins le mensonge. La rigolade ici, qu'est-ce qu'elle vient faire en fait? Donc, vous l'appréciez? Est-ce que vous cachez pas derrière ça? Est-ce que vous évitez pas justement la censure de YouTube à travers la rigolade? Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'utilisation du rire permet déjà un petit peu de dégonfler le débat, de voir qu'autour de nous, il y a quand même un monde qui se prend énormément au sérieux, quoi. Même dans le monde Mais parce qu'il est politique. sérieux. Parce qu'il est sérieux, mais je pense que l'acceptation de la dérision leur manque cruellement. Et les faits sont là, c'est-à-dire qu'on voit par exemple au premier tour des régionales, sans mauvais jeu de mots, la claque monumentale que prend La République En Marche. On y reviendra avec plaisir. On s'attend à une réaction du président. On se dit, quand même, c'est quand même le parti présidentiel qui se fait autant massacrer. Emmanuel Macron reçoit Justin Bieber à l'Élysée. C'est hilarant, en fait. En tout cas, les faits sont hilarants. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Je crois que le rire est partout autour de nous, avec des gens qui ne sont même plus capables de le voir. On a une secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, à l'époque, Marlène Schiappa, qui a écrit des livres qui s'appellent Oser l'amour des rondes ou Sexe, mensonge et banlieue chaude. Bon, elle a écrit ça sous le pseudonyme de Marie Minelli. Paraît-il que c'est pas. Laissons la place au doute. Mais le rire est présent. Donc, du coup, avec Juste Milieu, j'utilise cette matière, bien sûr, pour me cacher, parce que je pense que le rire est justement le trait d'union entre les oppositions. Je suis ravi de voir que sur Juste Milieu, j'ai des gens qui soutiennent Mélenchon, des gens qui soutiennent Marine Le Pen. Et avec le rire, finalement, le but, c'est que chacun arrive à se moquer de son propre camp. Il n'y en a pas beaucoup qui soutiennent La République En Marche. Il y en a quelques-uns. J'essaie de les débusquer dans les fourrés, mais ils sont pas nombreux. non, mais et puis ils sont les bienvenus, il y a pas de problème. Mais je crois que le rire est ce trait d'union là, quoi. Là encore, c'est un bouquin formidable d'Henri Bergson qui parle du rire comme une anesthésie momentanée du cœur, quoi. C'est-à-dire que pendant qu'on rigole, l'émotion, tout ça, on le met de côté. Et au moins on rit. Et puis ce rire-là, il permet aussi d'avoir peut-être un regard différent sur les choses, de dire moi je suis pro Mélenchon, je suis pro Macron, je suis pro Marine Le Pen, mais c'est vrai que là quand même c'est ridicule. Par exemple le débat d'entre-deux tours de Marine Le Pen, c'était une cata absolue. Je pense que même Chevalier et Las Palais n'auraient pas osé certaines phrases. Donc le rire permet ça. Avec Juste Milieu, je l'utilise vraiment avec grand plaisir pour parler en tout cas de sujets sérieux. Ça permet d'avoir un autre regard, mais alors est-ce que vous n'avez pas peur justement que en simplifiant les choses, avec votre air franchouillard que finalement on aime bien, finalement désintéresser encore plus, ou en tout cas rendre encore moins sérieuse la politique aujourd'hui, qui a peut-être au contraire besoin d'être remise sur le piédestal de la politique entre guillemets. Tout à fait. Je pense que c'est un des risques. C'est un numéro d'équilibriste que je fais notamment avec l'émission La Farce Tranquille, qui a tous les mercredis à 18h, qui est une émission 100% politique, où je résume un petit peu les 7 derniers jours, ce qui s'est passé, les polémiques, les débats et tout ça. Et au contraire, l'objectif que je vise vraiment, c'est de réintéresser les gens en prenant un autre angle, en montrant que finalement, tout le monde fait des erreurs, tout le monde dit des bêtises, quel que soit le camp, quel que soit le parti. Mais en tant que citoyen, il est important de surveiller ça. Donc avec l'émission, j'essaie au moins de montrer aux gens qui peut-être ne regarderaient même pas, ne s'y intéresseraient même pas. Donc avec le rire, c'est une porte d'entrée qui est plus facile, qui est plus agréable, mais qui, je pense, a le mérite d'exister. C'est-à-dire que c'est de dire aux gens, ces sujets-là, peut-être qu'ils ne vous passionnent pas, et à juste titre, et c'est votre choix, mais regardez quand même ce qu'il en est. Donc je prends vraiment beaucoup de temps pour décrypter tout ça, et d'ailleurs, il y a peu d'opinion dans ce que je fais. Je source énormément, je lis la presse tous les jours, je regarde ce que disent les médias, et dans mes vidéos, tout est sourcé, tout est renseigné. Je sors pas moi-même les informations. Ça, c'est vraiment important pour aussi dire aux gens, ce travail, je le fais pour vous, je prends ce temps-là pour faire les vidéos, pour fabriquer les vidéos sur les sujets. Vous avez une sorte de centralisation des infos. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Et l'humour, c'est effectivement pour rendre la chose peut-être plus agréable. Donc maintenant qu'on a traité le sujet de la rigolade, j'en viens à la dernière partie de votre slogan. Vous dites l'actualité plus la rigolade, moins le mensonge. Qui ment, selon vous ? Vaste question, et je pense que tout le monde ment. On est condamné à ça, pour tout vous dire, même moi, parce que les faits vont plus vite que nous. Ce que je peux dire dans une vidéo le mercredi, peut-être que le vendredi, c'est plus d'actualité. Le vendredi, un autre fait est venu contredire tout ça. Mais j'ai pas de problème avec ça. Je le dis souvent dans mes vidéos, je dis si tel fait que j'ai sorti à tel moment
vous trouvez qu'il est faux, qu'il n'est pas valide, dites-moi en commentaire. Apportez-moi vos sources, apportez-moi vos éléments. Et c'est cette logique-là, presque cette logique de communauté, c'est-à-dire, voilà ce que je peux, moi, vous en dire. Et puis après, on réfléchit, donnez vos éléments, allez-y. Le vrai problème que je ressens dans la société dans laquelle on évolue, c'est que tout le monde prétend avoir la vérité. On le voit avec les organes de vérification de l'information, c'est Check News chez Libération, c'est les décodeurs du Monde. Le journaliste n'est plus là pour avoir une opinion, c'est-à-dire que même maintenant on fait la chasse au journalisme d'opinion. On est mal barré parce qu'on a quand même un journal en France qui s'appelle L'Opinion, ça tombe plutôt mal, mais c'est assez cruel parce que tout le monde prétend avoir la vérité, mais personne n'a la même. Et donc, il y a une bagarre comme ça, où le journaliste n'est plus celui qui va raconter une information, celui qui va avoir des convictions. Un journaliste de droite ou de gauche, ça n'a jamais posé problème. Aujourd'hui, c'est terrible. Un journaliste, il doit être objectif, il doit être factuel. C'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande justement un traitement de l'information qui n'avance pas masqué. Et c'est le problème aujourd'hui, avec ce fait de dire, nous, on détient la vérité. On a même dépassé ce stade-là, c'est-à-dire que c'est cette fameuse notion de post-vérité, où l'émotion a pris le pas sur les faits. Et donc forcément, on ment, mais avec la certitude de faire le bien et la certitude de détenir la vérité. Et je trouve que c'est un véritable danger. Même vous, d'une certaine manière, l'émission qu'on est en train de tourner s'appelle Le défi de la vérité. Et donc, je crois qu'il y a un piège là-dessus, où on essaie de dire à tout le monde, c'est moi qui ai la vérité. Non, avec juste milieu, humblement, j'essaie de collecter les faits, de les rassembler, de les réunir, de les confronter, de les faire s'entrechoquer, et dire aux gens, attention, c'est mon regard sur ces faits, ce que j'ai choisi moi-même. Après, vous avez votre libre arbitre. Donc en fait, ça reste de l'opinion, mais assumé. Absolument, mais ce qui était le cas dans le monde des médias jusqu'à récemment. Les journalistes du Monde, les journalistes du Figaro surtout, de Libération, par le passé ne se cachaient pas. D'être de gauche ou de droite, il n'y avait aucun problème, bien au contraire. Quand on lisait Libération, on savait très bien que c'était Libération et qu'il n'y avait pas de souci. Aujourd'hui, je crois que c'est un véritable danger. Encore récemment, une des personnalités que j'aime bien aussi dans les vidéos, Patrick Cohen, dans une chronique qu'il faisait il y a un mois environ sur le professeur Raoult, j'ai pu faire une vidéo là-dessus, il termine sa chronique en disant que le point commun entre les scientifiques et les journalistes, c'est de fabriquer de la vérité. Voilà où on en est. Et ça ne choque personne. Personne n'est là pour dire à Patrick Cohen, attention quand même, non, c'est pas votre rôle de fabriquer la vérité, vous n'êtes pas un arbitre. Et donc c'est assez périlleux ce qui se passe. Pour éviter de fabriquer de la vérité, on vous entendait dans votre foire aux questions dernièrement parler éventuellement une animation de débat sur votre chaîne. Est-ce que ce serait une solution pour vous pour éviter justement de fabriquer de la vérité, mais plutôt d'animer plutôt des questions, des interrogations? C'est un format qui va venir là sur Juste Milieu, un format de débat où je vais recevoir pour l'instant une personnalité, donc une par une, histoire de confronter les autres. C'est vous qui débattez avec elle? Voilà. Okay. Et l'idée, c'est vraiment en tout cas de recevoir des personnalités opposées. J'aimerais avoir de l'extrême droite à l'extrême gauche, des personnalités critiquées, d'autres qu'on voit dans les médias qui sont plus dans la ligne dite autorisée. C'est de couvrir tout ce spectre-là pour dire, voilà, après, là encore, dans cette logique, prenez l'opinion que vous voulez. Et est-ce que grâce à ça, vous pensez tenir un rôle médiatique? En 2022, par exemple, on voit déjà votre influence aux élections régionales, vous faites tourner des pétitions. En 2022, est-ce que vous pensez avoir un rôle? À mon échelle, je sais pas, je veux pas avoir un excès de confiance pour l'instant. On a vu ce que ça a donné à l'euro côté français, mais non, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux en tant que citoyen finalement, parce que j'ai pas la prétention de dire que je fais le travail d'un journaliste. C'est pas vrai. Le journaliste, c'est un métier, il y a une qualification. Je fais ce que je peux avec mon téléphone, en me filmant, à faire ces vidéos-là. Je m'inscris dans la lignée de personnalités comme Tatiana Ventose, Greg Tabibian, Hugo Décrypte, qui ont ouvert la voie et qui, je trouve, incarnent aussi ça. L'idée de montrer que l'information, l'actualité n'est pas le monopole des journalistes, qu'il est possible pour un citoyen d'en parler, de donner son avis. On avait vu émerger ça avec les Gilets jaunes. Ça avait été largement critiqué, mais la notion de média citoyen, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Donc à ma petite échelle, je pense pas que j'aurai un grand rôle. Les 7% de la République en marche, j'y suis pour rien. Ils ont fait ça comme des grands. Mais en tout cas, je ferai tout ce que je peux effectivement pour continuer à satisfaire ceux qui me suivent, qui aiment bien, et peut-être attirer d'autres personnes. Et finalement, vous trouvez pas ça un peu dangereux, que ce soit toute la jeunesse, tous les exemples que vous citez, ils sont globalement très jeunes. Je pense notamment à Hugo Décrypte qui tire ses sources souvent du Monde, de BFM TV, de France Info, et qui, lui, pour le coup, se revendique journaliste. Est-ce que
vous trouvez pas ça dangereux que l'information justement soit reprise par toute cette jeunesse-là sur YouTube sans vraie responsabilité finalement en fait? Bah, par facilité, je vous répondrais, quand c'est Greta Thunberg, ça dérange pas qu'elle soit jeune. Ça en a dérangé certains quand même. Ça en a dérangé certains, mais c'est comme quoi, je pense que l'argument de la jeunesse est un peu facile, on y met ce qu'on veut dedans. Non, là encore, je ferai la même réponse. Hugo Décrypte, effectivement, il me semble qu'il y a une formation de journaliste. Je sais pas de bêtises, c'est son métier. Il a fait 5 ans à Sciences Po. Voilà. Et donc, moi, le problème, c'est d'avancer masqué. C'est ça. C'est de dire non, on fait de l'information, il n'y a pas de problème. Et en fait, de défendre une ligne, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup de médias qui d'ailleurs ne s'en cachent plus. C'était Libération à l'entre-deux tours en 2017, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Il faut quand même imaginer Libération qui encourage à voter pour un ancien banquier de chez Rothschild. C'est lunaire. Si on avait dit ça à nos anciens il y a 40 ans, je pense qu'ils nous riaient au nez volontiers. Et donc, c'est cette information-là qui avance masquée qui me pose problème. Hugo Décrypte et Tatiana Ventose et d'autres que je citais, et plein d'autres que j'oublie, et qui sont vraiment les tauliers du genre, et je me mets volontiers dans leur voix. Je pense que c'est important, dans la mesure où c'est fait honnêtement. Le jour où j'aurai un parti pris où vraiment je me reconnaîtrai dans un candidat politiquement, je le dirai ouvertement. Et c'est certain que je perdrai des abonnés, je perdrai du monde, et c'est normal, mais je pourrais pas, par éthique, je pourrais pas faire ça en disant non, vous inquiétez pas, c'est neutre, ou alors j'irai sur BFM TV à la rigueur. Donc vous vous sentez prêt à vous engager en politique? Si un jour je me retrouve dans un candidat, dans un parti, oui. Mais vu l'éclatement actuel de la politique, je pense que c'est pas demain la veille. Parce que malheureusement, et c'est pas une critique facile du tous pourri ou autre, loin de là, c'est vraiment pas ça. Mais malheureusement, on est face à un monde politique qui a complètement explosé. Les vieux clivages gauche-droite n'ont plus aucun sens. À la rigueur, on a un clivage entre les perdants et les gagnants de la mondialisation. Cette notion de métropole et de France périphérique développée par Christophe Guilluy. À la rigueur, on peut avoir cette lecture-là, mais on l'a vu au régional. L'abstention en dit beaucoup plus que ce que veulent bien croire certains éditorialistes à la télé ou dans les journaux qui disent non, mais c'est juste que les Français voulaient prendre le soleil. On est au niveau zéro de l'analyse politique et un refus du réel. C'est-à-dire de gens qui n'ont pas envie de participer à une guerre des clans bidon qui ne concerne personne, et quel que soit le parti. Et on sait, ça va par exemple de Xavier Bertrand qui 5 minutes après les résultats fait un discours et dit bon maintenant c'est bon, je vais pouvoir me tourner vers les Français. Donc merci les Hauts-de-France, c'était super, mais vos problèmes de quart scolaire, d'ouverture du gymnase dans le coin, j'en ai globalement rien à faire. Maintenant c'est la présidentielle. On a Carole Delga qui se pose cette question pour le PS après avoir largement gagné en Occitanie. On voit bien que ce sont des enjeux complètement décorrélés. La bagarre Muselier-Mariani, c'est Game of Thrones avec les moyens de Louis la Brocante. Donc on peut pas s'étonner que les gens, forcément, se détournent complètement et effectivement fassent autre chose. Qu'est-ce qui va se passer si tout le monde se détourne de la politique? Il va se passer. Je pense que ça va obliger les gouvernants à regarder, en tout cas j'espère, les choses en face et à s'emparer véritablement des problèmes démocratiques. Ça passe par la proportionnelle, par exemple, aux élections législatives. On est aujourd'hui sur un mode de scrutin qui est incompréhensible. Sincèrement, je pourrais pas vous le raconter, mais je serais curieux de le demander aux députés eux-mêmes. Comment ça se passe, ce scrutin-là? C'est incroyable. Même les votes à la Star Academy, c'est plus simple. Donc vraiment, on comprend pas ça, et je pense que c'est là où les Gilets jaunes, malgré tous les reproches qu'on a pu leur faire, et à juste titre par moment, mais il y avait de réelles propositions, il y avait la volonté d'une société non pas qui explosait, mais d'une société qui changeait, qui évoluait. Et je crois en tout cas j'espère que nos gouvernants vont réussir un jour à prendre ça à bras-le-corps et arrêter ces combats bidons qui ne regardent qu'eux aujourd'hui. Et vraiment se dire comment aujourd'hui on fait la démocratie en France. Et malheureusement, vu les derniers mois, ça me semble assez complexe. Imaginons qu'en 2022, vous ne trouviez pas votre candidat favori, votre âme sœur. Vous continueriez sur les médias alors à proposer de l'information, vous continueriez votre ascension, comme vous dites dans vos vidéos, souvent sky is the limit. C'est de l'anglais. Dans quel but finalement vous tourneriez toujours sur le sujet politique, ou alors vous élargiriez peut-être à d'autres sujets? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous semblent importants aujourd'hui, outre ça? Oui, j'essaie vraiment d'élargir parce que c'est juste milieu, j'essaie de le penser comme un média, donc pour couvrir plusieurs thématiques. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pu aller un peu vers l'écologie, j'ai fait aussi un petit peu le sport. Bon, c'est mal vendu, j'ai pas le corps pour ça, c'est vrai que bon, c'est un peu genre comme si Betendia, il vous parlait d'honnêteté. Bon, à un moment donné, c'est vrai que faut avoir le gabarit qui va avec. Mais donc voilà, j'essaie d'élargir sur des thématiques différentes.
Et la politique, bien sûr, aujourd'hui, ça centralise l'attention parce qu'on a eu les régionales, on a un an des présidentielles. Mais j'aime bien, même pour moi, parfois aller sur des thèmes que je ne maîtrise pas forcément, qui vont m'obliger à travailler. Il y a par exemple la question des crypto-monnaies, par exemple, aujourd'hui, c'est le gros débat. Pour le coup, j'y connais rien du tout, donc j'essaie de travailler beaucoup là-dessus, d'élargir, parce que tout le monde n'a pas envie d'entendre parler tout le temps de la politique, tout le temps du sport ou autre, donc de grappiller un petit peu des thématiques différentes, en tout cas en m'investissant dedans. Et après 2022, oui, ça continuera, bien sûr, à l'infini et l'au-delà, pour citer Buzz l'éclair. Et jusque dans une tournée des bistrots, un spectacle humoristique peut-être que vous entendez mentionner dans votre foire aux questions, là, toujours la même. Ça, c'est le rêve absolu. C'est vraiment, comme dit, voilà, je disais que j'avais pas l'emballage, j'avais pas le corps pour le sport, pour la rigolade, déjà, on est pas mal. On est déjà un petit peu mieux taillé. C'est vraiment le rêve. J'aimerais énormément faire de la scène, peut-être pas le talent qu'il faut et ça marchera peut-être pas longtemps, mais ça me plairait beaucoup. Et puis c'est surtout l'idée d'aller à la rencontre, en fait, des gens qui regardent juste le milieu, parce que c'est vrai que les chiffres, c'est dingue. En 6 mois, de voir le nombre de gens qui regardent les vidéos, c'est quelque chose qui me rend vraiment dingue et qui me fait plaisir, qui me motive tous les jours à faire ça. Mais ça m'est arrivé déjà 3-4 fois dans la rue, que quelqu'un me dise « Ah tiens, c'est toi, c'est Rémi de Juste Milieu ». C'est un plaisir inouï. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de se dire que les gens prennent de leur temps pour regarder vos bêtises, qu'ils n'aiment ou qu'ils n'aiment pas d'ailleurs, et puis après viennent vous voir et dire voilà, j'ai regardé tout ça. C'est vraiment fou, c'est vraiment incroyable. J'aurais jamais imaginé ça. Donc l'idée, ce serait presque comme finalement de remercier les gens autant que possible et voilà, pourquoi pas aller à leur rencontre. Les petits bistrots seraient formidables et faire finalement ce que je fais dans les vidéos, mais après en allant échanger avec les gens, en réfléchissant avec eux, voilà, qu'est-ce que eux pensent de tout ça, ce bon sens populaire. On lui a pas mal tapé dessus au moment des Gilets jaunes. Mine de rien, ça fait quand même du bien, si parfois d'entendre parler les gens du quotidien, les monsieur et madame tout le monde, effectivement, qui ne passent pas sur BFM TV en permanence, qui n'ont pas un avis très avancé en épidémiologie, mais qui se disent peut-être qu'on aurait pu faire autrement sur cette crise, sur toutes ces questions-là. On peut difficilement oublier comme ce bon sens populaire. Des gens qui touchent au réel. Est-ce que vous pensez que ça manque, en fait, finalement, ce côté artistique proche du peuple? Est-ce que vous pensez que ça manque un humoriste qui parle d'actualité ou un chanteur qui s'engage un peu plus? Je pense aux années d'avant, on avait du Brassens, on avait du Coluche, on avait du Pierre Dac, on en avait beaucoup. Est-ce que ça vous manque, ça? Est-ce que vous tiendriez ce rôle? Non, là, je crois que ce serait un excès de confiance de dire oui, je vais faire comme eux. Non, je pense que effectivement, les Coluche, les Desproges, Pierre Dac, fut un temps, c'est toujours le grand débat de dire voilà, est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui? Est-ce que c'était pas mieux avant? Comme avait fait Blanche Gardin sur scène en citant du Desproges, vous voyez bien qu'on peut le faire aujourd'hui. Non, je pense qu'il faut savoir ce qu'on peut inventer en 2021 avec nos moyens actuels, justement avec YouTube, avec des blogs, avec des médias comme vous qui poussent un message qui n'est pas le message le plus entendu. Et je crois qu'il y a la possibilité de faire émerger quelque chose de nouveau. J'ai toujours du mal avec l'appellation d'artiste populaire parce que c'est vite, ça se décrédibilise très vite quand c'est dit par un journaliste de BFM TV ou de CNews ou autre. Et puis, même si je lui reconnais une profonde admiration, ce que peut faire aujourd'hui un Jean-Marie Bigard, par exemple, me met pas vraiment à l'aise. Je trouve que le côté dénonciation, effectivement, est intéressant. Le côté d'un artiste qui s'investit est intéressant, mais ça peut vite déborder. C'est Juliette Binoche qui va signer 14 pétitions par jour. Au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Donc, je pense qu'il faut aussi, même pour un artiste qui prend ce courage-là, peut-être de se détourner d'une partie de son public, il faut garder les pieds sur terre et rester dans sa voie en faisant ce qu'on peut faire sur scène, ce qu'on peut faire devant un micro ou autre, sans que ça devienne ridicule. Enfin, faut pas non plus que ce soit les Kids United, quoi. On écrit sur le mur les noms de ceux qu'on aime, bon, c'est génial, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Merci pour ce superbe mot de la fin, Rémi. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi de la vérité sur France Soir. Chers auditeurs, merci à tous de nous avoir suivis sur ce défi de la vérité. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux et à bientôt sur francesoir.fr.